L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Porge contre Cap-Ferré, la fausse polémique. Vraie ou fausse menace? Ceuta contre Xenia. Avant de traiter ces informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Sophie Bray, DCN, Pierre Bourdin, Marie et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression et sur notre démocratie. Alors comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Le dessin de Plantu. Il me semble que cela résume ce que nous pensons tous. Merci aux pompiers, merci aux agriculteurs, merci aux bénévoles. Leur union a permis d'éviter bien des drames. Néanmoins, la petite ville de Porges a été en partie rasée par les flammes. Les habitants portent plainte. Leurs maisons ont été sacrifiées, selon eux, pour sauver Cap-Ferré. Voyons voir l'image satellite. Que constate-t-on? Eh bien, que les maisons, les arrondissements sont insérés dans les forêts de résineux, dans les pinèdes. Pas de pare-feu, pas de réserve d'eau, pas de champs qui protégeraient ces habitations. Lorsque le feu s'est approché, les pompiers ont été vite débordés par des flammes géantes et des projections de braise. Les autorités n'ont pas pris les bonnes décisions. Timing et moyens limités. Créer un vrai grand pare-feu, coupe de pin plus mise à blanc sur des dizaines de mètres de large et des kilomètres de long demande du temps, plusieurs heures, voire une journée, des engins forestiers lourds, ce que n'avaient pas les pompiers, des autorisations ou au moins une coordination, sauf initiative privée comme celle de Bertheroth. On y reviendra. Faut-il rappeler que dans la région, il y avait eu un incendie géant et qu'on avait décelé des faiblesses? Et qu'est-ce que l'on constate? Aucune mesure de protection n'a été prise donc pour sécuriser le Porge. Je rappelle qu'autrefois, pour protéger les villages, on les bordait de champs. Ici, pas de champs, pas de pare-feu, pas de réserve d'eau, rien. Un véritable piège. Et le Cap Ferré? Ah, le Cap Ferré, lui, est occupé par les stars. Qu'ont de commun Obispo, Xavier Niel et Delphine Arnaud, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Laurent Delahousse, Alice Taglioni, Audrey Tautou, Gilles Lelouch, Philippe Stark, Julien Courbet, Calogero, Cathy Guetta, Marc-Olivier Fogiel, Roche Tizem, Ariane Masté et Jean Dujardin? Ils sont tous propriétaires au Cap Ferré. Tu as bien raison, Sylvain, on ne les entend pas beaucoup, hein, rien pour venir en aide aux sinistrés. Mais attention, Cap Ferré ne se résume pas à ces stars. Il y a 40 000 personnes qui étaient présentes lors de l'incendie, donc pas que des célébrités. Voyons maintenant le déroulé de l'incendie. Nuit critique pour le Porge. Le feu est extrêmement violent, nous sommes dans la nuit du 23 au 24 juillet. Projection d'éléments incandescents jusque dans le bourg. 183 maisons sinistrées au Porge, rasées par l'incendie. Et là, dans ce que je viens de vous lire, vous avez la deuxième faute de l'État. Pourquoi les pompiers ont-ils abandonné le Porge alors qu'ils avaient auparavant leur quartier général? Vous avez l'indice dans cette vignette. Vous avez trouvé? Eh oui, c'est la nuit. Oui, la nuit, c'est pendant la nuit que le village du Porge a été rasé. Or, les pompiers, la nuit, n'ont pas de support aérien. Malgré tout leur courage, ils ne pouvaient rien sans l'appui des hélicoptères ou Canadair. Il faut savoir que depuis 2010, les Américains sont équipés d'hélicoptères avec vision nocturne. Nos pompiers réclament ce système depuis des années. Et rien. C'est ce que je vous expliquais. Il n'y a pas d'investissement technologique. Quant à l'incendie au Cap Ferré, bah, c'est une journée plus tard, c'est dans la journée du vendredi, lorsque les Canadair pouvaient entrer en action. Et là encore, c'est une initiative d'un habitant du Cap Ferré.
acte magnifique contre le feu. D'après les témoignages concordants et les reportages diffusés, M. Bertheroth a pris une initiative simple mais lourde de conséquences. Il a fait ouvrir un large pare-feu à l'entrée du Cap Ferré en faisant abattre une bande de pins sur un terrain appartenant à l'Office national des forêts, sans attendre les autorisations administratives. Il a agi dans l'urgence alors que le front de feu menaçait d'embraser la forêt de la presqu'île. Cette intervention a été menée en coordination avec les pompiers sur le terrain, alors même qu'elle n'était pas autorisée administrativement. Il a su désobéir à raison, en courant le risque de protéger. Tant qu'il y aura en France des courages capables de désobéir aux CERFA, aux procédures bureaucratiques débiles avec cœur, la France restera un très grand pays. Ne devenons jamais un peuple d'administrés. Les autorités, avec mansuétude, ont finalement indiqué qu'elles étaient prêtes à régulariser ou autoriser la poursuite de certains travaux engagés dans l'urgence. Nous nous félicitons que l'État ne cherche pas à nuire, c'est déjà beaucoup. La nation reconnaissante. C'est la troisième faute de l'État. Oui, un État lent, incapable, procédurier, escrologiste, bref, macronard jusqu'au bout des ongles. Ce sont les pompiers, aidés des agriculteurs sur le terrain, qui ont pris les meilleures décisions. Cela en dit très long sur CNews. Raconte Bruno Lafont, il a vu le festival des petits hommes gris, le bal de la technostructure parisienne, retour d'expérience, expertise, rapport, contre-rapport. Et une fois que les acteurs locaux ont voulu passer à l'action, créer des points d'eau, des pistes forestières, des fossés, tout s'est enrayé. Le bon sens... Et oui, enrayé, tout cela percuté par l'escrologie de salon. Allez, macronard, ils parlent, ils communiquent, mais n'agissent pas. Sur les réserves d'eau, pendant l'hiver. Des excès, c'est pas de dire d'aller pomper dans les nappes, c'est quand même l'essentiel, c'est de faire, quand il y a vraiment ces excès d'eau, pour qu'on ait de la réserve, pour pouvoir continuer à cultiver, plus on cultive, plus on provoquera la pluie. Voilà, une région qui se désertifie, c'est de pire en pire. Donc là, on est face à deux... Voilà, Christian converse sur les retenues d'eau. Les réserves d'eau sont absolument nécessaires. Il n'y a pas que pour les agriculteurs. On s'en aperçoit dans les cas de sécurité incendie. Il y en a besoin. Plus il y aura de réserves d'eau qui sont faites au moment des excès. On ne pompe pas dans les nappes phréatiques. Pour qu'on ait de la réserve, pour qu'on puisse continuer de cultiver, plus on cultive, plus on provoquera de pluie. C'est ce qu'on appelle une zone humide. Une région qui se désertifie, c'est de pire en pire. Cela fait du bien d'entendre une leçon d'écologie donnée aux escrologistes. Vous avez d'ailleurs remarqué que ces escrologistes se tairent. Est-ce que les Français se rendent compte que nous subissons des catastrophes escrologistes? Mais qu'est-ce qu'une catastrophe escrologiste? Au départ, c'est une catastrophe naturelle, un incendie, une inondation, mais qui va être décuplée par l'idéologie escrologiste. On a eu une très belle illustration, hélas, en 2019 avec les feux de forêt en Australie et aujourd'hui les incendies en France. Pourquoi? Parce qu'ils refusent le débroussaillage, les pare-feux. Ils veulent absolument planter des résineux un peu partout, ils refusent les réserves d'eau, ils ont une haine des agriculteurs et ils n'ont pas vraiment de considération pour les pompiers et les forces de l'ordre. Eh bien, sur le terrain, que constate-t-on? Ce sont les pompiers, les locaux, les agriculteurs qui compensent les ravages de l'idéologie escrologiste macronarde. Et c'est ainsi que les locaux et les agriculteurs s'entraident pour continuer de lutter contre les incendies. Emmanuel, bénévole, aide les pompiers en éteignant les fumerolles, les petits départs de feu. L'idée est que les pompiers soient sur le front et pas sur l'arrière. Tous les bénévoles, on s'occupe pour éviter les départs. Hier, avec mon équipe, on a arrêté 4 départs de feu. Avec nos camions perso, nos remorques, on remplit des cubes de 1000 litres. Ensuite, on va sur les points d'eau, on prend les capacités maxi, soit on va sur les fumerolles et on traite, soit on est diligenté pour ravitailler une citerne, un point fixe pour les pompiers. C'est une aide essentielle pour les pompiers. On a parlé avec eux hier soir, ils nous ont dit « Sans vous les gars, ça serait la merde ». Ils ont besoin de gars qui évitent les reprises de feu. Ça fait des pompiers sur le front. On ne le dira jamais assez, tous ces bénévoles sont formidables. C'est la France de la solidarité qu'on aime. C'est magnifique, mais
en même temps, ça m'agace. Et vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais canonnier au 19e régiment d'artillerie à Draguignan, on avait fait ce boulot sur le massif des morts. D'ailleurs, quelqu'un m'a écrit en m'expliquant qu'il y avait aussi le 61e régiment d'artillerie. Oui, oui, il y avait plusieurs régiments. Mais la question, où est l'armée? Pourquoi ce sont des bénévoles qui font le travail des militaires? Ça me dépasse. Et en même temps, parce qu'il y a toujours un en même temps avec Emmanuel Macron. Bonsoir les amis. Petite vidéo à chaud, je sors de 30 heures de garde à vue suite à une perquisition faite devant mon fils de moins de 2 ans et ma femme enceinte. Tout ça par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a 9 mois sur ma rencontre avec Emmanuel Macron. Donc j'ai été entendu pour incitation à la violence et parce qu'on voudrait me coller sur le dos tous les dégâts qui ont été faits depuis novembre de l'an dernier. Or l'ensemble de ces dégâts sont survenus après les événements de Mouriscou qui eux ont fait des centaines de millions de vues et ont mis une boule au ventre aux 3/4 des Français. Donc ça ne tient absolument pas la route. Quant à ce qu'il y en ait des incitations à la violence, je me suis expliqué de mes propos sans me dédire ou les renier. J'avais d'ailleurs le hasard fait. Voilà, comme je le disais, les escrologistes et les macronards détestent le monde rural. Ils sont tellement aux abois qu'ils utilisent tous les moyens, et même les plus sales, pour faire taire les leaders naturels comme Mercadal ou pour empêcher tout discours dissident. Prévenir des atteintes à la sécurité, déjà visée par une mesure d'expulsion, la chroniqueuse pro-russe Xania Fedorova voit ses fonds gelés en France pour 6 mois. Et bien entendu, sans aucune décision judiciaire. Non, c'est le ministre de l'économie Roland Lescure et le ministre de l'Intérieur Nunez qui ont pris un arrêté dans la nuit. Essayez la dictature, vous verrez. Emmanuel Macron. Bon, la Corée du Nord, aller-retour, 2000 € de Paris. C'est quand même un peu cher. Il suffit de rester en France. Mercadal en garde à vue, compte bloqué pour Xenia, carte d'identité pour les réseaux sociaux, loi sur l'ingérence intérieure, chat de contrôle, propagande. C'est en effet le Macronistan. Et lorsqu'on interroge Nunuche sur l'expulsion de Xenia, comment dire, c'est laborieux, des éléments de langage orwelliens. On va rappeler à Nunuche le code pénal qui ne prévoit que des atteintes à l'intérêt de la nation et que son ultime magouille pour éviter d'être tenu responsable des incendies ne fonctionnera pas. Une menace pour les intérêts fondamentaux français. Laurent Nunuche justifie l'arrêté d'expulsion contre Xenia. Donner une opinion est une menace pour les intérêts fondamentaux? Mais de qui se moque-t-on? Mais le plus épouvantable, c'est l'absence de réaction des journalistes français. Macron peut prendre n'importe quelle décision contre l'état de droit, il ne bouge pas. Pire, il cautionne. Bonjour, c'est le journalisme français. Reporters sans frontières. La propagande ne devient pas du journalisme parce qu'elle est diffusée en prime time sur un plateau de télé. L'arrêté d'expulsion visant Xenia ne doit pas occulter le véritable enjeu, la responsabilité des médias qui offrent une tribune au narratif du Kremlin. Pour défendre la liberté des journalistes, Reporters sans frontières se félicite de l'expulsion d'une journaliste. Étrange. Bah non, de 2021 à 2025, Reporters sans frontières a touché presque 10 millions d'euros de subventions de l'Union européenne. Et pour plaire à l'Union européenne, Reporters sans frontières vous dira même en 2027 pour qui vous devez voter. Voilà, sous Emmanuel Macron, tous ceux qui critiquent sa politique sont menacés désormais. Patrick Martin Genier. France, ceux qui prennent le parti de Xenia ne défendent pas la liberté d'expression, mais frisent le délit d'intelligence avec l'ennemi. Attention! Salut Patrick! Attention contre Petri. Le Parlement a voté la guerre? Non. Alors il n'y a pas d'ennemis. Et ceux vraiment qui ont un avis divergent, mais se font caillasser sur les réseaux sociaux par des petits trolls, comme Émeric Choprade. Reviens vers moi quand tu auras enseigné la géopolitique à 10 promotions de l'école de guerre française, petit. Mais ça, c'était en France libre. Maintenant, ferme-la et mange tes champignons hallucinogènes avec tes potes ukrainiens. Oula, c'est virulent. Lorsque j'étais à l'école de guerre, c'est le général Alcazar, j'ai eu la chance d'assister dans le grand amphi Foch de l'école militaire au cours passionnant de géopolitique d'Émeric Choprade. C'était en effet une autre époque, en 2003, une époque où la France n'avait pas encore rejoint le commandement intégré de l'OTAN,
ce qui n'empêchait en rien de manœuvrer avec l'OTAN, ni de participer aux exercices de l'OTAN. La différence, c'est que les militaires français à l'époque avaient encore une liberté de pensée, qui a disparu avec la perspective de l'expatriation, très lucrative, dans les états-majors européens et américains de l'OTAN. C'est-à-dire américains, car l'OTAN, c'est les USA, et sans les USA, il n'y a rien qui fonctionne. C'était en effet encore en France libre, comme le positionnement de la France lors de la deuxième guerre du Golfe l'a prouvé. Aujourd'hui, la France, condamnée par une succession de médiocres dirigeants, a vu son statut international, si singulier à l'époque, se déliter au point de n'être plus ni écouté, ni influent, ni surtout considéré. Quant au drama par l'affaire Xenia, à lire les différents échanges sur X ou les prises de position, on ne peut que constater que la sottise malveillante, la grossièreté, la bêtise, pour tout dire, sont plus que jamais décomplexées. Ils se reconnaîtront. Et le RN, bon, on a déjà vu la belle intervention de Mariani, mais les autres. La France ordonne une mesure d'expulsion à l'encontre de Xenia Federova. Une bonne décision, selon Julien Audoul, député et porte-parole du Rassemblement national. Mon Dieu! Pour éviter dans la presse des attaques Le Pen-Poutine, les cadres du Rassemblement national sont prêts à toutes les bassesses. À ce rythme, cela va devenir très difficile de les distinguer des macronards. Ceuta. Des milliers de migrants ont franchi, sans contrôle, la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Débordés, les forces de l'ordre ont ouvert les grilles pour éviter des mouvements de foule. Les autorités locales réclament à Madrid la déclaration de l'état d'urgence face à une crise migratoire qui rappelle celle de 2021. Pour situer Ceuta, vous le voyez, c'est en dessous de l'Espagne, en Afrique. À Ceuta, il suffit de nager 5 mètres pour franchir la frontière en contournant simplement l'extrémité de cette grille. Les médias qui parlent de 8 heures de nage, bien entendu, vous mentent. On estime donc entre 40 000 et 80 000 migrants africains qui ont franchi la frontière depuis le Maroc vers l'Espagne aujourd'hui avec un flux horaire possible de 12 000 par heure. Pedro Sanchez a invité cela en quelque sorte en accordant 1 million d'amnisties et en ouvrant les frontières davantage. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser les socialistes prendre le contrôle de votre pays. L'Espagne est au bord de l'abîme, trop loin pour jamais revenir en arrière. Oui, ce n'est pas sans rappeler le camp des saints de Raspail. Ce n'est plus une fiction, c'est la réalité que nous prépare la grosse commission. Ils sont rentrés en Espagne hier et dans un jour ou deux, ils franchiront les Pyrénées. Qu'attend le gouvernement français pour rétablir les contrôles à la frontière? C'est d'ailleurs ce que pense faire Giorgia Meloni. Les images qui parviennent de Ceuta sont impressionnantes et démontrent une fois de plus que l'immigration clandestine hors de contrôle représente la vraie menace concrète pour la sécurité des frontières européennes. Je me suis entretenu avec le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi. L'Italie ne restera pas les bras croisés. Nous convoquons les organismes compétents et à l'issue de ces réunions, nous sommes prêts à intervenir également avec des instruments extraordinaires pour défendre les frontières et la sécurité des citoyens, comme la suspension de l'espace Schengen avec l'Espagne. Sur l'immigration clandestine, nous ne reculerons pas d'un millimètre. Défendre les frontières, arrêter les trafiquants d'êtres humains et garantir des rapatriements efficaces continuera d'être la ligne de ce gouvernement. Il y a en effet de quoi être inquiet. Le grand copain du Premier ministre espagnol, vous le reconnaissez, c'est Alexandre Soros. Pedro Sanchez, le gouvernement d'Espagne est entièrement mobilisé pour donner une réponse immédiate à la situation à Ceuta. Version espagnole du pompier pyromane. On allait même à la maison coucou Manu, mais reconnaissons que celui-ci est quand même un magnifique spécimen. Elon Musk est entré dans la danse. Le budget anti de l'Espagne sera détruit par les migrants illégaux. C'est des maths de base. Si l'Espagne offre des trucs gratuits aux migrants qui sont au-dessus de 90% du niveau de vie de la Terre, il crée une fonction de forcing, d'aspiration, pour que 90% de la Terre déménage en Espagne, ce qui représente environ 7 milliards de personnes. La France
est sous la menace d'une immigration incontrôlée et l'ennemi public numéro un est une journaliste russe. Ça devient complètement ubuesque. Face à l'impasse juridique prévisible de l'arrêté d'expulsion, le gouvernement panique, c'est cela les amateurs, décident de priver Fedorova de tout moyen d'existence pour la forcer à quitter le territoire national sous peine de mort par inanition. La légalité de la méthode étant tout aussi sujette à caution que l'arrêté originel, cela démontre une fois de plus le niveau d'amateurisme de ceux qui dirigent le pays depuis 10 ans et leur méchanceté surtout, avec pour résultat le déclin partout et tout le temps, vers la démocrature avec le soutien des oppositions dont le Rassemblement national. Allez, autre page internationale. Donald Trump annonce un accord sur le désarmement complet du Hamas à Gaza. Selon certaines sources, et notamment la BBC, le Hamas déclare qu'il accepte de se désarmer à Gaza après l'annonce par Trump du plan de Conseil de la paix. Pour l'instant, on attend la position d'Israël. À suivre donc. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec le cercle Aristote. Le stade ultime a été la Roumanie, où les élections ont été annulées, les fameuses ingérences russes, pour éliminer un candidat hostile. On est potentiellement sur ce chemin. Le dispositif médiatique de l'extrême centre avant la présidentielle se précise. Vérification de l'âge, projet d'invisibilisation de comptes, ingérence intérieure, extension des pouvoirs de l'ARCOM aux influenceurs, homogénéisation des médias publics autour des mêmes figures. Bienvenue au Macronistan. Mais oui, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Parlez-vous le nunuche? Canicule, on a su anticiper. Incendie, nous faisons face. Les pompiers ne manquent pas de moyens. Expulsion de Xenia, ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Pour le comprendre, il faut entendre l'inverse de ce qu'il dit. Ça mériterait quand même une démission après tant d'incompétences et de mensonges, hein, vous ne trouvez pas? Les fact-checkers sont en burn-out avec l'audition de Fauci. Cette audition de Fauci, qui invoque le 5e amendement et refuse de répondre pour ne pas s'auto-incriminer, organisée par les Républicains, est une caricature conçue pour produire des clips viraux à charge, dont la complosphère va se délecter, du Charles à l'oncle sous stéroïdes. Allô Tristan, mais tu connais la charte de Munich, le factuel? Ah non, tu ne connais pas, toi ton truc c'est de rouler dans ton vomi. Je comprends mieux. Capitaine Haddock. Grâce à Manu Macron, j'ai eu une enfance très heureuse, Nestor. Mais quand vous étiez enfant, il n'était pas né. Bah oui, justement, Nestor, justement. Philosophe Sun Tzu. Un homme maléfique est capable de brûler sa propre nation jusqu'aux fondations pour pouvoir régner sur ses cendres. Oui, ça me rappelle quelqu'un. Tenez, un autre macronard. Usage du terme Renaissance. La justice rejette la demande de Gabriel Attal contre le slogan du Rassemblement national. Attal a voulu faire un coup de pub et il s'est pris un coup de pompe judiciaire. En France, la moindre blague peut vous conduire au poste. Une femme, c'est comme un peu une prise de Jack. Si tu l'enfonces correctement, t'as le son qui va avec. Tu fais une blague sur une relation entre deux adultes, enquête. Tu agresses un enfant, enquête seulement au bout du 20e. Mais oui, un t-shirt porté lors d'une fête dans le Gard fait polémique. Le parquet ouvre une enquête. C'est de pire en pire, ce pays. On a vu un danseur arrêté lors d'un concert, entre guillemets, de Barbara Bush, parce qu'il faisait ça, et maintenant, la police du rire. Chacun peut trouver la blague nulle et misogyne, mais ça, c'est la liberté de chacun. La justice n'a pas à arbitrer les élégances en matière d'humour. Tenez, le New York Post, une géniale. Le docteur No, avec tous ses complices, les covidios. La presse se strapolise. La Russie reprend la main en mer Noire et menace l'économie de ZZ. Tiens, les échos viennent de percuter violemment le réel en se strapolisant dangereusement. Les échos, c'est Bernard Arnault. C'est ce que je vous disais jeudi.
Ah, Glu-Glu, ça faisait longtemps. Xenia est l'agent d'influence d'une tyrannie étrangère qui multiplie les opérations de déstabilisation de notre démocratie. Et les nationalistes, les patriotes qui défendent avec tant d'ardeur un pion dans la guerre hybride russe contre la France sont des patriotes de pacotille. Glu-Glu, comique troupier du PS. Il a été recruté par la CIA, influenceur au service de l'atlantisme, c'est le fameux cercle de l'Observatoire avec BHL, Goupil. C'était à l'époque pour redonner l'image des USA après l'invasion illégale de l'Irak. Il a été l'attaché de presse, le directeur de communication du dictateur corrompu Saakashvili en Géorgie. Il a négocié pour lui l'achat des armes. On aimerait bien savoir d'ailleurs quelles sont les rétrocommissions. Il est l'avocat du mondialisme, il aime pas beaucoup la France profonde, c'est un européiste. Il a participé à un coup d'État en Ukraine au profit des USA contre les intérêts français. Et son tweet, eh bien, c'est exactement les mêmes accusations que les amoureux de Vichy faisaient aux gaullistes. Eh oui, Gluglu peut dire n'importe quoi, faire n'importe quelle inversion accusatoire, il est couvert par la presse salami. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.